Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pierre au micro sur Ozon FM, votre nouveau rendez-vous incontournable d'histoire locale châtelleraudnaise. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans une affaire vieille de plus de 900 ans, une histoire d'amour adultère au sein de la cour du vicomte de Châtellerault. Une affaire riche en jalousie, passion, haine et bien entendu, pleine de rebondissements comme on les aime. Alors installez-vous confortablement, voici le récit de la grande histoire d'amour de la Maubergeonne, vicomtesse de Châtellerault et de Guillaume le Troubadour. De La Pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Mes chers amis, soyez les bienvenus au XIIe siècle, à la cour du vicomte de Châtellerault. Châtellerault est alors une petite bourgade qui a seulement 200 ans, avec plusieurs églises, une motte castrale, un pont en bois sur la Vienne et un petit château pour y héberger son vicomte qui dirige tout le pays châtelleraudais et qui est lui-même sous le contrôle du comté du Poitou et du duché d'Aquitaine. Cette histoire que je vais vous conter maintenant a permis à la maison vicomtale de Châtellerault de rejoindre les grandes familles puissantes de l'Ouest au Moyen-Âge. À une époque où le mariage était un excellent moyen de diplomatie pour l'aristocratie afin d'accroître son influence et surtout d'étendre son territoire à coups de calculs, d'arrangements laissant peu de place à l'amour passionnel. Mais plantons le décor sans plus attendre. Nous sommes en 1109 à Châtellerault. Émile Ier, 32 ans, est le nouveau vicomte de Châtellerault. Il a succédé il y a 8 ans à Boson, un nom bien à la mode à la cour des vicomtes de Châtellerault. Émile Ier est un homme très droit, très pieux, avec une activité religieuse très soutenue. Il a aidé notamment son fidèle ami Robert d'Apricel à fonder la grande abbaye royale de Fontevraud en 1101 par des acquisitions de terrains appartenant à sa famille et des dons, ainsi que le prieuré de Saint-Denis de Vaux-sur-Vienne sur les conseils de sa mère Adénore, de ses frères Pierre et Boson, et de sa femme à Mauberge, dite la Tangerosa de l'Isla Bouchard, la célèbre dangereuse de l'île Bouchard. Alors à Mauberge, dite la dangereuse, possède un caractère difficile, d'où son surnom. Tout le monde l'appelle ainsi, même dans les chartes ou les papiers officiels. Elle est âgée de 30 ans et est une femme d'une beauté saisissante. Elle est, paraît-il, la fierté du vicomte Emery qui trouve en elle un véritable atout diplomatique, si vous voyez ce que je veux dire. De leur union sont nés 5 enfants, 2 fils, Hugues et Raoul, et 3 filles, Aénor, Amable et Advaïs. On peut dire que tout se passe pour le mieux au petit château du vicomte de Châtellerault. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le château n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Il n'existait pas, et il se trouvait dans le pâté de maison entre l'église Saint-Romain et la rue Bourbon actuelle. Bref, fermons la parenthèse. La vicomte de Châtellerault, elle, est sous influence de Poitiers de son comte et elle entretient plutôt de bons rapports. D'ailleurs, il n'est pas rare que le comte du Poitou et duc d'Aquitaine, représenté par Guillaume le Troubadour, rendent visite au vicomte de Châtellerault lorsqu'il est sur Poitiers. Intéressons-nous d'ailleurs à Guillaume IX, dit Guillaume le Troubadour. Alors il est comte de Poitiers, duc d'Aquitaine, il est remarié lors d'un second mariage à Philippie, sa première femme Ermengarde, très amoureuse mais jalouse, n'a pas supporté ses nombreux dérapages avec les femmes et a préféré entrer dans les ordres à l'abbaye de Fontevraud. Ce qui a valu d'ailleurs à Guillaume une excommunication. Alors je vous ne cache pas que Guillaume n'a aucune sympathie pour les évêques. En même temps, il vit comme bon lui semble et ne supporte surtout pas les réprimandes des autres et des hommes d'église. Cependant, Guillaume est très intelligent et sait faire preuve d'une grande générosité envers le clergé afin qu'il le laisse tranquille. Après tout, il est connu pour être un homme de lettres, un artiste, un homme à femme aimant les plaisirs charnels, ce qui fait de lui un grand romantique. Il sait séduire par la poésie, Guillaume, par des vers qui font tourner la tête. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Guillaume le Troubadour. Mais revenons à ce jour de 1112, lorsque Guillaume le Troubadour rend visite à son grand ami Aymeric de Châtellerault et à sa femme à Mauberge. Un jour, comme l'on dit, qui va changer le cours de l'histoire. Arrivé au château de Châtellerault, Guillaume, pourtant aguerri au charme féminin, est surpris par la beauté sans commune mesure d'Amauberge. On imagine Guillaume lui faire les yeux doux, Amauberge se laisser séduire, et se devant les yeux hébétés de son mari. Et ni une ni deux, le coup de foudre entre les deux s'opère, au point que la vicomtesse abandonne très vite son mari. Pour Guillaume, jour et nuit les tourtereaux ne se quittent plus. Guillaume est tout simplement sous le charme, à tel point qu'il fait graver le portrait d'Amauberge sur son bouclier. Quelle preuve d'amour, n'est-ce pas ?
À Mauberge, la Dangereuse s'installe dans la tour du palais ducal de Poitiers, la fameuse tour Maubergeon qui se trouve encore au centre-ville. Elle y devient la femme de la tour, la Maubergeonne comme on l'appelle. Alors est-ce elle qui lui a donné ce nom? L'histoire ne le dit pas. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault. Les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Mes chers amis, vous êtes sur Aux Ondes FM. Nous intéressons aujourd'hui dans ce nouvel épisode de La pierre au micro à l'amour adultère entre le comte de Poitiers, Guillaume le Troubadour, et la femme du vicomte de Châtellerault, la fameuse Maubergeonne. Au XIIe siècle, les deux tourtereaux se sont séduits mutuellement au point que la Maubergeonne a quitté la vicomté de Châtellerault pour habiter avec Guillaume dans la tour Maubergeon de Poitiers. Alors bien que la société féodale du XIIe siècle soit très tolérante vis-à-vis de cet écart de conduite, cet amour passionnel fait parler dans tout le Poitou. Après tout, il n'y a rien de pire que d'être cocu. Certains espèrent que cet amour ne sera que passager, d'autres acquiescent le coup, mais il paraît que lorsqu'on connaît un tel amour, on en devient vite accro. Guillaume IX, lui, est accro à sa Mauberge, au point de lui écrire des poèmes en langue d'oc pour chanter son amour parfait pour elle. Écoutez donc ce qu'il écrit. « Avant de te rencontrer à Mauberge, jamais je n'aurais pu concevoir un tel désir pour un corps, ni par la pensée, ni par l'esprit. La joie de t'avoir est sans pareil. Je loue, je rends grâce à chaque instant de t'aimer. » Ah, mesdames, vous a-t-on déjà écrit de telles poésies? J'en doute. Et pour d'autres, forcément, c'est un scandale qu'il ne faut pas laisser passer. Ces deux amoureux fougueux adolescents, avides de plaisir charnel, ont un comportement inacceptable, n'est-ce pas? Et c'est ce que pense l'évêque d'Angoulême, Girard, ambassadeur de la parole du pape de Pascal II. Il ne va pas se dégonfler devant Guillaume, de lui dire ce que lui et le pape pensent des phrases conteuses du duc. Après tout, seul lui peut ramener le duc à la raison. L'évêque se rend à Poitiers pour lui dire le fond de sa pensée. Il reproche à Guillaume sa fougue de toujours, ses colères, et surtout cette relation interdite, inconcevable pour l'Église. Comment peut-il se permettre de telles choses? Guillaume ne veut rien entendre, il persiste. Après tout, il est amoureux le bougre. Alors on imagine bien que les deux ont campé sur leurs idées, et la sentence de l'évêque est sévère. Privation de communion et pénitence. Après tout, si Guillaume veut sa place au paradis, il devra la racheter par des actes d'indulgence. Mais le duc ne se dégonfle pas, il lui rit alors au nez. Il déteste qu'on lui fasse sa morale. Oh, Saint-Évêque, je vous promets, et je vous jure par serment de me repentir, mais à une seule condition, celle de pouvoir passer mon peigne dans votre chevelure. Bon, ironie de l'histoire, l'évêque n'a pas un poil sur le caillou, il est chauve comme le Mont Ventoux. Oh, quelle injure, quel affront à la toute-puissance de l'Église. Vous imaginez bien qu'il ne va pas se laisser faire comme ça. Quelques semaines plus tard, une grande fête est donnée à Poitiers en l'honneur de Saint-Hilaire, le saint protecteur de Poitiers et du Poitou. Alors comme pour toute grande fête, une messe y est donnée, présidée par l'évêque de Poitiers, Pierre. Mais lorsque le duc Guillaume y rentre, tous les regards de l'église, pleine à craquer, se tournent vers lui. L'évêque descend de l'autel et attend Guillaume au tournant pour son comportement irrespectueux envers l'évêque Girard. Oh Guillaume, puisque tu méprises les ordres de l'église et que tu te donnes en spectacle avec cette vie scandaleuse, reçois donc ici la punition de tes actes et de tes crimes. Eh bien, le duc ne s'attendait pas à ça. Quelle humiliation devant les habitants de Poitiers. Irrité de ce mauvais spectacle en public et en église, il arrache alors violemment son glaive de son fourreau et le pointe vers l'évêque. Eh bien, la sentence de l'église est sévère. Il en est de trop. Guillaume IX le Troubadour, ce moins que rien, va être excommunié. Seul l'enfer l'attendra à sa mort après tout. Et ce n'est pas tout. Des pénalités, des taxations abusives des communautés religieuses attendent le peuple du Poitou et son compte. Bien fait pour lui après tout. Mais n'oublions pas un petit détail qui va changer beaucoup de choses à l'histoire. L'Église et son pape ont beau être puissants, c'est Guillaume qui possède le pouvoir sur les évêques. Et on ne manque pas de respect comme ça à Guillaume le Troubadour. Dans un sentiment de vengeance, Guillaume fait enfermer l'évêque de Poitiers Pierre dans le château de Chauvigny, où il finira ses jours au cachot. Oui. Et sa seconde femme, Philippie, le cœur brisé, se rend compte que son Guillaume ne reviendra jamais. Il aime la Maubergeonne. Elle se retire alors à Fontevraud, où elle trouvera la mort le 28 novembre 1118, morte de chagrin d'amour. Auprès de qui? Eh bien auprès de la première femme du duc Ermengarde, elle rongée par la jalousie et les remords. Mais même si Guillaume s'est vengé, l'amour a pu être plus fort que tout, son pouvoir plus fort que l'Église, il oublie quelque chose d'important, la
population écoute l'église à chaque homélie de chaque messe. Là se cachent les puissances du clergé. Et la situation religieuse du duché est délicate. La population souffre des conséquences de l'excommunication du duc. Il n'y a plus d'évêque à Poitiers, vrai problème impopulaire. Et ironie de l'histoire, c'est que lui seul, Guillaume le Duc, peut en élire un nouveau. C'est cocasse, n'est-ce pas ? Mais pas de panique, Guillaume et le pape Pascal II vont trouver un bon accord pour remédier à ce manque d'évêques à Poitiers. Après tout, ils sont intelligents. Le pape lui met fin à l'excommunication de Guillaume, et le duc de son côté accepte le choix du pape pour nommer un nouvel évêque. Pas bête. Chaque partie trouve son compte. Après tout, comme on dit, mieux vaut un mauvais accord qu'un mauvais procès. Et hop, dans la boîte. De la pierre au micro, les petites histoires racontent. Vous êtes sur Roson FM, dans la pierre au micro, nous relatons aujourd'hui l'histoire d'amour de la Maubergeonne et de Guillaume le Troubadour. Guillaume ne supportant pas les remontrances de l'évêque de Poitiers, il le fait enfermer dans le château de Chauvigny où il meurt. Poitiers se retrouve alors sans évêque jusqu'à ce qu'un accord audacieux soit trouvé entre le pape et le duc Guillaume le Troubadour. De la pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes. Au printemps 1119, après un tour de France des évêchés, le pape Calixte II se trouve à Reims où il tient un concile, c'est-à-dire une assemblée entre membres de l'église présidée par lui-même, assistée de 15 archevêques et 200 évêques de France. Et bien durant les débats, une scène curieuse se déroule. Une femme demande à être reçue par l'assemblée, elle se présente être comtesse du Poitou et duchesse d'Aquitaine, mais qui est-ce ? Elle réclame justice contre son mari qui l'a abandonnée pour vivre avec la femme du vicomte de Châtellerault. L'évêque de Poitiers confus lui présente les excuses de Guillaume, absent pour des raisons de santé. Mais tout de même, le pape est surpris. Il veut éclaircir cette histoire. Il demande alors à voir Guillaume au plus vite, à Rome, sous peine d'excommunication. Eh bien oui, encore une fois. Alors en réalité tout cela n'est qu'une comédie. Cette femme, eh bien c'est Ermengarde, vous savez la première femme de Guillaume. Elle espère tout simplement reprendre sa place et obtenir justice depuis la mort de sa seconde femme Philippie. Bon, c'est osé, mais Guillaume n'aura pas besoin de se rendre à Rome. Personne ne la prend au sérieux. Et entre nous, elle a laissé plutôt un pitoyable souvenir à la cour. Il faut dire qu'elle possède un caractère exécrable, une jalousie mal placée et un physique peu avenant. Loin de la Maubergeonne, qui elle est belle, souriante et qui a su prendre sa place de maîtresse du duc de Guillaume de Troubadour. Nous sommes maintenant en 1121, Guillaume et la Maubergeonne sont prêts à faire le coup du siècle. Je vous explique. Guillaume IX propose la main de son fils aîné, futur héritier du duché, Guillaume X, appelé le Toulousain, à la fille de la Maubergeonne et d'Emery, le vicomte de Châtellerault. Elle s'appelait Aénor. Cette union est complètement dingue. Elle contredit toutes les règles de stratégie patrimoniale qui veulent que les mariages puissent étendre l'influence et le territoire. Et ce mariage n'a aucune autre utilité que de rétablir des relations correctes avec l'évêché, de retrouver l'amitié avec Châtellerault et son vicomte Emery, et surtout, tenez-vous bien, d'officialiser par leur enfant cet amour qui restera jamais un amour adultère. Eh bien oui, la Maubergeonne arrive enfin à placer sa fille très proche du pouvoir comtal et ducal. Après tout, elle, la maîtresse à jamais de Guillaume, fait de sa fille une duchesse, ce qu'elle ne sera jamais. Et de ce mariage, née en 1124 la célèbre Aliénor d'Aquitaine, héritière du plus grand duché du royaume, une jeune fille à l'idéal physique des chevaliers, avec une beauté sans commune mesure et un esprit vif. Oui, ce petit bout de femme qui deviendra 2 fois reine de France avec son mariage avec Louis VII et reine d'Angleterre avec Henri le Plantagenet. Eh bien, l'amour sans barrière de ses grands-parents l'a sans doute aidé à lui donner cette force et cette excellence qui fait d'elle, comme on dit, une audacieuse, eh bien une châtelleraudesse tout simplement. Il est temps pour moi de clore cette belle histoire d'amour, qui a fait sans nul doute entrer la petite ville de Châtellerault dans la cour des grands. Avant de conclure, je vous conseille les travaux d'Anaïs Lancelot sur l'histoire des vicomtes de Châtellerault, à retrouver sur internet et en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de La Pierre au micro, votre nouveau rendez-vous d'histoire locale châtelleraudais sur Roson FM. Merci à tous, et à bientôt. De La Pierre au micro, les petites histoires racontent la grande histoire de Châtellerault sur Radio aux Ondes.